Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e rendez-vous énergiste. Je vous remercie de votre présence et je suis ravi de vous retrouver sur le sujet de l'Aéro 2020. Cet Aéro 2020 qui nous suit maintenant depuis le début de l'année dernière. Et aujourd'hui, on va essayer de partager ensemble notre retour d'expérience sur la production d'études que nous avons pu réaliser en maison individuelle sur cette année passée. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est d'évoquer ensemble la partie plutôt conception pour identifier et vous rappeler les bonnes pratiques en termes de conception pour avoir des projets qui sont naturellement performants. Et puis, dans un second temps, effectivement, comme évoqué, vous partagez notre retour d'expérience et aussi, du coup, identifier la réalité du terrain et des projets qu'on a pu étudier l'année dernière. Donc, pour commencer, un petit rappel sur le planning. En maison individuelle et en logement collectif, l'obligation de l'ARE 2020 s'impose depuis le 1er janvier 2022, vous le savez tous. Et puis, dans l'année, certains bâtiments ont été soumis également à la RE 2020, comme les bâtiments tertiaires de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire, par exemple, pour ensuite, au début de cette année, avoir les extensions qui y sont soumises de logements et de bureaux. Et enfin, certainement, en début d'année prochaine, les autres bâtiments, comme les bâtiments de commerce, d'industrie, de cabinets médicaux, etc., etc. Pour l'instant, il n'y a pas de date puisque les moteurs de calcul et les scénarios sont en cours de réalisation. Deuxième petit préambule, un petit rappel sur les indicateurs, qui sont au nombre de 6 et qui ont été, pour certains créés avec l'Aéro 2020. Les 3 premiers principaux qui nous ont suivis, sur ce début de l'Aéro 2020 sont, ceux qui sont liés à la sobriété énergétique, à savoir le BEBIO que l'on connaît bien depuis la RT 2012, le CEP et le CEPNR qui est donc le CEPNR, qui est le CEP, lié aux énergies non renouvelables. Les 2 autres indicateurs importants sont les indicateurs carbone, qui sont 100% nouveaux puisque le IC Énergie vient qualifier la performance carbone sur les émissions de gaz à effet de serre des énergies. Et le IC Construction, de la même manière, vient qualifier la performance sur la partie matériaux et matériels. Et le dernier indicateur, et pas forcément des moindres, puisque c'est le confort d'été, vaste débat en RT 2012, nouvel indicateur qui vient qualifier du coup du confort d'été dans les maisons, qui est plus ou moins impactant en fonction des zones géographiques nationales. Donc, présentation du panel d'études. Donc nous, en tant qu'énergistes, donc notre siège est à Nantes. C'est pourquoi nous avons une grande part de nos maisons qui sont réalisées sur la façade ouest en zone H2B, H2C et H2A. Mais néanmoins, un développement de plus en plus important sur la façade est, développement qui est plus récent, mais qui va croissant et qui nous apporte une nouvelle vision du marché. Donc l'année dernière, nous avons étudié plus de 6 000 maisons, et sur ces 6 000 maisons, il y a environ 4 000 maisons qui ont été réalisées en RE 2020. Pourquoi cet écart? C'est essentiellement lié au décalage d'études sur la RT 2012. Concernant la typologie des projets sur ces 4 200 maisons en RE 2020, on a une répartition de typologie de l'ordre de 70% de plein pied et 30% étage, ce qui est relativement cohérent par rapport à ce qu'on peut connaître sur le marché national. Et une répartition de surface qui, là aussi, est plutôt cohérente par rapport au marché national, avec une forte proportion liée aux surfaces 80-120 mètres carrés, puisque on atteint quasiment environ 60% du marché sur cette typologie de maison, avec une proportion croissante sur les un peu plus grandes maisons, qui sont au-delà de 140 mètres carrés, et qui sont certainement liées aussi au marché qui se durcit et au marché du primo qui, lui, a tendance à se rétrécir. Donc ça fait partie des choses intéressantes, c'est-à-dire que le marché du primo existait encore l'année dernière, puisque 80-100 mètres carrés, voire moins, c'est le marché classique. Et notre tendance, on a pu aussi l'observer avec différents syndicats, est cohérente avec le marché national actuel. Maintenant que je vous ai dit ça, je vous propose d'évoquer le sujet brûlant de la performance des maisons individuelles. Et donc, ce sujet qui est la performance globale, en particulier sur le BEVIO et sur le CEP. Mais dans un premier temps, le BEVIO surtout, qui est le critère dimensionnant en RE 2020. Avec ici un graphique qui vous présente la performance globale des projets
qu'on a pu étudier et sans grande surprise, la plupart des projets sont juste conformes, c'est-à-dire avec une performance entre 0 et 10 de gain par rapport à l'objectif réglementaire. Néanmoins, vous pouvez voir que, bah, du coup, une vingtaine de pourcents des projets sont, supérieurs à la performance minimum. Ça s'explique par 2 choses, soit les projets étaient, naturellement performants et du coup, ils atteignaient l'objectif, sans difficulté, soit c'est lié à des génies climatiques qui sont, plus contraignants sur le CEP et qui ont nécessité une optimisation du BBio dans sa globalité. Donc pour rappel, juste le seuil de BBiomax, c'est 62 dans H2B, c'est le seuil national et il est modulé en fonction de la surface, des maisons et de la zone géographique sur laquelle vous vous situez. Un deuxième point important pour comprendre toutes les choses qu'on peut évoquer et qu'on vous apporte sur la conception des projets, c'est comment se calcule le BBio. Donc le BBio, c'est un besoin de chauffage, un besoin de refroidissement et un besoin d'éclairage. Donc le besoin de refroidissement étant nouveau en Euro 2020. Et dans la plupart des régions, le besoin de chauffage est dimensionnant. Les seules régions où finalement il est important de réfléchir sur ces 2 axes, à la fois chauffage et refroidissement, sont les zones H2D et H3 qui sont l'arc méditerranéen. Mais pour les autres zones, pardon, le besoin de chauffage étant le besoin dimensionnant. Donc c'est assez simple d'optimiser un BBio, c'est-à-dire qu'il faut diminuer le besoin de chauffage et pour diminuer le besoin de chauffage, il y a 2 axes principaux, c'est la conception, l'optimisation naturelle du projet et dans un second temps, l'isolation. Donc quelles sont les solutions de conception? La première qu'on peut évoquer ensemble, on va dire l'axe principal, c'est l'orientation et les menuiseries en général. Avec une obligation réglementaire qui est liée à 17% de la surface habitable. Néanmoins, dans beaucoup de cas, on identifie des surfaces supérieures à ce 17%. Alors pour rappel, une menuiserie, alors la résistance thermique d'une menuiserie est d'environ 0,7 à comparer à une résistance de mur qui est de l'ordre de 4 voire plus, ce qui explique le pourquoi si vous dépassez une certaine surface de menuiserie, le sujet peut devenir négatif, c'est-à-dire que les menuiseries deviendront plus déperditives que les apports ne vont venir les compenser. Donc ça, c'est aussi important, c'est pour ça qu'on l'écrit ici. Faites attention à ne pas trop surmultiplier les menuiseries et quand vous en avez plus que le minimum réglementaire, pensez à bien les mettre sur une orientation favorable pour que cela reste bénéfique. L'orientation favorable, justement, c'est de privilégier l'orientation sud, dans la plupart des régions, une fois de plus. Le grand quart sud, hein, pour du coup avoir des apports naturels qui permettent de diminuer ce fameux besoin de chauffage et d'avoir des objectifs de débio atteignables le plus simplement possible. Toujours dans cet esprit de menuiserie, un point important, c'est sur le matériel. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en RT 2012, on vous a beaucoup, on a beaucoup focalisé le sujet sur le UW, qui est la performance d'isolation que j'ai déjà évoquée de la menuiserie. Donc c'est toujours très important évidemment, hein, plus on a des menuiseries performantes et plus le résultat sera favorable. Néanmoins, le sujet des apports solaires et de la récupération des apports solaires devient tout aussi important et ce fameux coefficient SW fait partie des sujets à vraiment à regarder avec vos partenaires et à vérifier qu'on ait bien, nous, en tant que bureau d'études, toutes les informations liées aux menuiseries que vous mettez en œuvre, avec en plus des évolutions dernières sur des vitrages nouveaux qui permettent là aussi d'optimiser ces critères et donc d'avoir des résultats qui sont plus favorables. L'autre point que tout le monde, je pense, a entendu parler depuis maintenant 1 an que l'Aéro 2020 existe, c'est l'optimisation du nombre de pièces d'eau. Alors déjà, pour rappel, une pièce d'eau est définie par une pièce ayant un point de puisage, en sachant que le ballon de stockage, pardon, d'eau chaude, n'est pas considéré comme un point de puisage. À partir du moment où vous avez un point de puisage, vous devez mettre en œuvre une ventilation. Et à partir du moment où vous mettez en œuvre une ventilation, nous imposons un débit réglementaire de renouvellement d'air. Donc, plus on a de pièces d'eau, plus on a de débit de renouvellement d'air, et plus on a de débit de renouvellement d'air, et plus le besoin de chauffage se fait important. Si on reprend la formule du BBio, c'est pour ça que le nombre de pièces d'eau est très impactant. Donc soyez vigilants à ça.
on est conscient, nous, en tant que bureau d'études et en tant que partenaire avec nos clients, que c'est une demande de vos clients d'avoir de plus en plus de pièces d'eau, ou en tout cas d'avoir ce confort de vie lié à nombre de salles de bain, nombre de WC, etc. Néanmoins, soyez-vous vigilants de votre côté sur le fait que ça peut fortement impacter vos résultats finaux. Donc, soyez vraiment vigilants par rapport à ça et soyez dans le conseil vis-à-vis de vos clients pour optimiser tout ça. Autre point et avant-dernier point sur ce sujet de conception, c'est la compacité. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la compacité pour la simple et bonne raison que oui, c'est important la compacité. Essayez d'éviter les décrochés inutiles, mais à contrario, si vous pouvez faire des décrochés utiles, eh bien, pensez à les faire. Quand je vous dis un décroché utile, c'est un décroché éventuel qui permettra d'aller chercher de la performance, puisque ce décroché permettra peut-être de mettre une menuiserie bien orientée côté sud, et donc d'avoir des apports naturels complémentaires. Les apports naturels viendront largement compenser la perte de compacité. Le dernier point rapide, c'est attention au déplafonné. Bon, c'est assez rare quand même, hein, c'est plutôt sur les beaux projets, mais sachez qu'un déplafonné engendre de la sous-performance pour la simple raison, c'est qu'on a plus de volumétrie de chauffe à surface égale, donc forcément, on est pénalisé par rapport à ça. Si j'apporte une première conclusion sur ces 3 points fondamentaux, et je dis 3, mais finalement je pense 4, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, les différents points qu'on vient d'évoquer sont le nombre de pièces d'eau, l'orientation et la compacité. Vous pouvez voir qu'on a des gains et des variations de performance qui peuvent être particulièrement importantes, puisqu'on va fluctuer entre 5 et on va dire 15-20% de différence à maison égale, à surface égale. Et je vous disais quatrième point, c'est pas pour rien, c'est parce que je l'ai pas évoqué avant, parce que c'est pas une conception en tant que telle, mais c'est bien la performance de perméabilité à l'air. Donc ce n'est pas de la conception, mais c'est de la mise en œuvre et ça reste, un des 4 critères gratuits, disons, qui vous permettent d'avoir des projets qui sont naturellement performants, puisque plus vous optimisez la performance de perméabilité à l'air et plus le projet est lui aussi performant d'un point de vue besoin de chauffage et donc d'un point de vue PBio. Maintenant que je vous ai dit ça, comme je vous disais, l'objectif c'est de s'appuyer là-dessus pour comparer par rapport à notre production et donc les résultats réels de vos projets qu'on en a pu étudier l'année dernière. Donc le premier critère qui est la compacité. Moi je vous dis bravo, mais est-ce que c'est le bon terme? Je ne sais pas. En tout cas, on a vu une évolution favorable de la compacité par rapport au projet de 2021. Puisqu'on a désormais quasiment plus de 80% des projets qui sont considérés comme favorables, puisque faiblement décrochés, voire compacts. Et comme vous pouvez le constater, cette augmentation, elle est de l'ordre de 10 à 15% par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc continuer comme ça sur ce sujet-là. Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Vous seul le savez, mais en tout cas, ça n'ira que dans le bon sens d'un point de vue performance globale des projets. Le deuxième critère, qui est le nombre de pièces d'eau, donc on a créé une petite formule qui permet d'identifier l'impact du débit d'hygiène. Donc la petite formule, c'est simplement un nombre de pièces d'eau par rapport à la surface habitable. Et vous pouvez voir ici les résultats qu'on a observés donc, sur la production de l'année dernière. Et là, pour le coup, c'est l'inverse de la compacité, c'est qu'on identifie quand même de forts axes de progression, puisque vous voyez, il y a à peu près plus de 40% des projets qui ont un impact qualifié de fort. Et donc, si on a un impact fort, forcément, on vient se pénaliser sur le résultat PBio. Donc, ayez cette sensibilité à limiter au maximum le nombre de pièces d'eau pour justement avoir une performance globale qui soit plus importante. Et ça, c'est un changement d'habitude, hein, on en est conscient, mais c'est un changement d'habitude qui vous permettra d'avoir des maisons plus favorables et donc moins onéreuses également. Le troisième point qui est l'orientation, et là, bon, je ne dois pas vous cacher que j'ai été surpris un petit peu du résultat, puisque je sens que vous tous, que je côtoie au quotidien, avez cette sensibilité d'aller chercher une bonne orientation et d'orienter vos menuiseries côté sud. Néanmoins, vous pouvez constater ici que seulement 10% des maisons sont considérées comme favorables et surtout, plus de 35% des maisons sont considérées défavorables, voire très défavorables. Alors oui, je pense que vous avez cette sensibilité. Donc continuez comme ça.
parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous valoriser dans vos performances de maison. Et malheureusement, je pense que les projets défavorables et très défavorables sont dans la plupart des cas liés au terrain et aux impositions réglementaires, puisque vous n'avez pas le choix de poser la maison sur le terrain tel qu'on vous le donne. Néanmoins, juste une petite remarque, c'est que si on est dans 50% des cas en orientation moyenne, ça veut dire que potentiellement on peut s'améliorer, puisque moyenne veut dire que vous avez forcément une façade ou un pignon situé au sud. Et donc potentiellement, vous pourriez peut-être optimiser la conception soit globale extérieure, soit l'agencement des pièces intérieures pour vous permettre d'aller récupérer des apports solaires au sud. Soyez sensible à ça, vous verrez, les incidences sur les résultats sont très importantes. Et donc, le dernier point qui est la perméabilité à l'air. Là, vous avez un petit graphique qui vous montre l'évolution des performances des projets dans nos études dès la phase PC entre 2021 et 2022. Et on voit clairement un basculement de performance, c'est-à-dire que vous avez tous compris que valoriser vos performances de test, puisque vous êtes tous devenus bien meilleurs que l'imposition réglementaire, va vous permettre d'avoir des projets qui sont naturellement performants et donc de limiter l'impact financier également. Donc continuez comme ça, la tendance elle est clairement à 0,4 pour les rez-de-chaussée, bon 0,5 un peu plus 0,5 sur les étages. Voilà, sachez que cette valorisation va vraiment vous permettre d'aller beaucoup plus loin en performance naturelle des projets. Pourquoi c'est important d'avoir une performance naturelle des projets? C'est clairement lié à l'Aéro 2020, vous l'avez compris, puisque l'Aéro 2020 est beaucoup plus exigeante que la RT 2012. Et en RT 2012, la variable d'ajustement était essentiellement de l'isolant. C'est-à-dire que vous conceviez vos maisons, et puis si elle était plus ou moins contraignante, on rajoutait de l'isolant, et globalement, le projet était conforme. En RE 2020, il est important de changer cette vision des choses parce que on est déjà dans un niveau de performance très élevé en termes d'isolant. Ce petit graphique vous montre un peu le gain qu'on peut avoir en fonction de la performance de résistance thermique d'un isolant. Plus on est haut en termes de performance, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., et moins le gain est important entre deux performances. Donc ça, c'est simplement ça qu'il faut retenir, c'est que le niveau de performance étant déjà très élevé, pour aller chercher une performance complémentaire, ça va finalement coûter très cher, avec des isolants très performants et avec des gains du coup faibles. Alors que si vous retournez le raisonnement vers une conception plus optimisée, vous allez avoir des projets qui seront sur des performances plus classiques, disons, et qui n'auront pas un impact aussi fort, en sachant bien sûr qu'aujourd'hui les isolants deviennent tellement coûteux qu'il est intéressant d'avoir ce raisonnement pour éviter les mauvaises surprises lorsque vous allez réaliser le chantier. Maintenant que je vous ai dit ça, focalisons-nous sur les performances des projets étudiés. Donc, je vous propose simplement de dérouler le sol mur plafond classique des projets. Avec dans un premier temps, du coup, les planchers bas. Donc, la répartition des planchers bas aujourd'hui est un 80-20 sur notre production et clairement proche de la tendance nationale également, avec une forte augmentation quand même du vide sanitaire. Alors ici, je vous ai mis lié à l'Aéro 2020, mais je pense qu'il n'est pas lié que à l'Aéro 2020, puisqu'on a vu cette augmentation déjà se profiler à partir de l'année 2020, date de parution de la loi Elan et de l'imposition d'études de sol. Donc, je pense que les deux phénomènes sont liés, mais surtout, les études de sol ont fait évoluer vos habitudes vers du vide sanitaire. Et la part de terre-plein sur la production d'énergie, elle est aussi un peu différente du national pour la simple raison que la région ouest est une terre de terre-plein. Et donc, on a des impacts sur nos études un peu plus importants. Concernant les planchers bas, la performance des planchers bas donc en vide sanitaire, donc je ne focalise pas sur le terre-plein puisque c'est l'isolant sur dalle qui varie sa performance. Mais surtout, on a vu une évolution très forte de la prise en compte des vides sanitaires au profit d'un vide sanitaire avec isolant sur dalle et avec ou sans ourdi isolant. C'est vraiment aujourd'hui, les vides sanitaires sont essentiellement réalisés comme ça, puisque l'ourdi isolant devient presque la variable d'ajustement en termes de performance. Et surtout, les vides sanitaires non isolants avec rupteur ont perdu une forte part de marché et ils sont essentiellement liés au fait que les déperditions linéiques du plancher bas
sont beaucoup moins bien traités et deviennent un point faible dans nos études et dans la performance du projet lorsqu'il n'y a pas d'isolant sur table. Néanmoins, on peut toujours le faire, hein, c'est toujours une solution, mais ça va engendrer des hausses de performance sur d'autres pôles. Deuxième point intéressant, voire même très intéressant à échanger ensemble, c'est la répartition des performances de murs. Donc effectivement, la maçonnerie, et on a observé une très forte évolution des habitudes de maçonnerie, c'est-à-dire que l'agglo, pour la première fois, a été dépassé par la brique. Une fois de plus, hein, faut pas oublier que nous, c'est sur notre zone de chalandise, hein, donc il y a des régions où la brique, en particulier, est très très bien imposée, mais la maçonnerie isolante en général a une forte croissance de part de marché puisque par rapport à 2021, l'augmentation est de l'ordre de 20%, toute maçonnerie isolante confondue, bien sûr, et avec, vous pouvez constater ici une petite part de maison bois dans notre production, mais qui reste faible par rapport à la production de maisons en traditionnel. Côté isolant, donc on a globalement 80% du marché qui est en épaisseur de 140 ou 120 pour une performance de 4,35 ou 3,75 en termes de R. Donc c'est relativement classique, ça va dépendre beaucoup de la maçonnerie, si on est en maçonnerie isolante ou pas. Pas de surprise par rapport à ça, le matériau étant variable en fonction des constructeurs. Pour le plafond, c'est encore plus rapide de vous en parler puisque on voit bien une majorité de projets qui est sur des résistances de 8, 9, 10, qui sont des résistances plus ou moins optimales et avec des coûts maîtrisés. Le fait de monter cette performance, comme je vous le disais, fait gagner finalement peu et augmente les coûts de manière assez importante. Donc voilà pour la partie isolant global de la maison. Isolation globale, pardon. Concernant les performances de CEP, et après je changerai de sujet. Concernant le CEP global, donc il est un des deux critères de CEP, peu de contraintes par rapport à ce critère global. Vous pouvez voir ici que les performances peuvent aller de moyen à très très haut, puisqu'il y a une majorité de projets qui dépassent les 30% de gains. Les performances des produits, des matériels aujourd'hui de chauffage et d'eau chaude sanitaire sont vraiment très élevées. Le seul point qui souvent pose problème sur ce CEP et qui est un critère dimensionnant, c'est quand nous sommes en poêle à pellet plus à point rayonnant. Parce que là, on a une contrainte de CEP globale qui peut être importante et qui engendre souvent d'ailleurs des surperformances de bâti côté BBio. De la même manière, le CEP NR, donc qui est pour les énergies non renouvelables, donc là on a, pour rappel, le CEP NR, on vient imposer un coefficient d'énergie renouvelable qui modifie du coup l'impact du CEP, et donc ce coefficient d'énergie renouvelable, lui, est essentiellement sur l'énergie bois. Et là, à contrario, le CEP-NR est lui aussi souvent très performant, hein, il n'y a pas de sujet, on est globalement sans difficulté par rapport à ça. Le seul système qui parfois vient nous contraindre sur ce sujet-là et donc optimiser les performances de Bebio, c'est quand on est en pack arrière en split ou multi-split avec à point rayonnant. Donc ça, c'est un des systèmes qui aujourd'hui amène une petite contrainte sur le CEP. Et enfin, donc si on prend la globalité des générateurs chauffage et eau chaude sanitaire, voilà la répartition de la production 2022 en RE 2020. Donc avec une répartition de l'ordre de 55% sur la PAC double service qui reste le produit majeur en RE 2020, avec des émetteurs divers, hein, que ce soit du plancher, du radiateur ou du plafond rayonnant. Et surtout une très forte augmentation de la PAC RR. Là aussi, c'est quand même une petite surprise en voyant les chiffres de ma part, hein. Après, je n'avais pas identifié cette augmentation, puisque l'augmentation par rapport à 2021 est de l'ordre de 20%, avec une répartition inégale, on va dire, entre la PAC RR split et la PAC RR gainable, mais néanmoins, voilà, une part de marché quasi égale, de l'ordre de 20% sur chacun des systèmes. Vous voyez dans ce graphique, le gaz n'apparaît pas, la solution gaz n'apparaît pas, puisqu'elle représente dans notre production une part de marché de moins de 2%. La production d'eau chaude, vous pouvez le constater du coup, c'est que la production d'eau chaude
en RE 2020 et 100% PAC, puisque soit on est en PAC double service, soit on est en chauffe-eau thermodynamique. Voilà ce que j'avais à vous évoquer sur le retour d'expérience du coup sur la partie performance des projets, que ce soit sur le PBio et sur le CEP. Maintenant, on va aborder les deux derniers critères, à savoir le confort de vie et la performance environnementale. Donc, dans un premier temps, le confort de vie, donc le confort d'été essentiellement. Un petit rappel des seuils et de la compréhension du sujet. Pardon. Euh, donc, on a deux seuils, un seuil bas et un seuil haut. Lorsque le projet est simulé sous le seuil bas, il est qualifié de conforme et confortable en été. Lorsqu'il est entre les deux seuils intermédiaires, à savoir 1250 degrés heure et 350 degrés heure, le projet est considéré toujours conforme, donc pas de modification à réaliser. Néanmoins, il va engendrer une imposition de BBio et de CEP fictif qui est plus ou moins importante en fonction de où se situe le projet. Donc attention tout de même à ne pas être trop mauvais en termes de performance et trop proche du seuil haut, puisque les impositions peuvent vite engendrer des optimisations sur le projet. Et au-delà de 1250, alors il n'y a plus de sujet, le projet est non conforme et il doit être modifié pour être rendu conforme. Pour rappel, la mise en conformité, quand le projet n'est non conforme, ne passe pas par du génie climatique, donc par de la clim. Le projet doit être naturellement conforme sur sa partie conception. Et pour le rendre conforme, deux possibilités. La première, c'est attention à l'orientation. Donc là, une fois de plus, je reviens au conseil lié aux zones H2D et H3 qui sont situées donc, du coup, sur l'arc méditerranéen, où là, la prise en compte est complètement différente entre le besoin de chauffage et le besoin de refroidissement. Et soyons vigilants par rapport à ça, puisque trop d'apport va engendrer des surchauffes très importantes et le projet risque de poser problème. Et le deuxième point, c'est l'inertie des projets. Donc là, en l'occurrence, quand on est en maison traditionnelle, bon, le sujet est assez vite évacué. Par contre, quand on est en ossature bois en particulier, les inerties sont légères, voire très légères. Et donc là, on peut vite avoir des pertes de performance sur le confort d'été et qu'il faut idéalement compenser par justement un important de la masse dans le projet. Et surtout en faisant un recalcul réel de l'inertie que l'on peut faire, mais qui nécessite du coup une réflexion un petit peu différente. Ce que je ne vous ai pas dit sur le confort d'été, c'est que dans la plupart des zones, le sujet du confort d'été n'en est pas un, puisque vraiment, une fois de plus, la conception, la performance des projets est uniquement dimensionnée, souvent, très souvent dimensionnée par à la fois le BBio et ou le CEP. Et enfin, donc la performance environnementale, donc on en parle rapidement. Pourquoi je vous dis rapidement? C'est on commence à avoir du retour d'expérience, mais c'est encore un peu tôt pour vraiment rentrer dans le détail. C'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochains mois pour vous apporter ces éléments-là. Néanmoins, c'est toujours intéressant de l'évoquer ensemble, puisque vous voyez ici la courbe d'évolution des objectifs sur les 10 prochaines années, puisque l'objectif 2022 fixé à 640, qui est modulé en fonction de la surface et de la zone géographique, va passer à 530 en 2025. Donc 2025, c'est dans un an et demi. Donc on commence à se poser des questions, de savoir comment on va atteindre cet objectif, si on va l'atteindre. Et on a du coup un peu de temps pour réfléchir à tout ça. En sachant que l'objectif 2022, pour ceux qui ont commencé à avoir des retours de bilan carbone, est un objectif largement atteignable, pour ne pas dire qu'il n'est pas contraignant. Et c'était la volonté du ministère de faire que l'objectif ne soit pas contraignant. L'objectif de 2022 a été imposé pour que l'ensemble de la profession se mette en ordre de marche et que nos amis industriels travaillent sur leurs produits pour valoriser les performances de ceux-ci. Et c'est ce qu'on constate. On voit on va dire depuis le dernier trimestre de l'année dernière, des évolutions constantes de fiches FDES, donc c'est les fiches de données environnementales des produits ou des fiches PEP, qui évoluent et qui évoluent dans le bon sens, dans le sens de la performance supérieure, et qui nous permettent de valoriser nos études de manière plus importante. Et on voit petit à petit que l'objectif de 2022 s'écarte et qu'on se rapproche petit à petit de l'objectif 2025.
Voilà, je vous ai mis ici un peu les différents lots impactants en fonction des différentes typologies. Les trois lots les plus impactants sont le lot 8, le lot 3 et le lot 10, en sachant que le lot 10, qui est on va dire le lot électricité, est un lot forfaitaire. Donc on espère bien également que dans les prochains mois, années, on puisse le détailler et que celui-ci, du coup, permette de gagner là aussi de la performance de manière naturelle, juste en valorisant de manière concrète les performances de ce lot. Et si je prends le lot 8, qui est le premier lot en maison individuelle en termes d'impact carbone, on a là aussi une évolution. Donc, pour vous donner une idée, sur une maison de 90 mètres carrés, les fiches PEP qu'on a pu recevoir sur les différents génies climatiques que vous avez identifiés ici, vous voyez que les gains sont en moyenne de 20%. Donc ça compte quand même, hein, mine de rien, parce que gagner 10, 20, 30 kilos juste en modifiant une fiche, c'est pas négligeable. Et on voit que la marche, du coup, pour aller en 2025 se réduit. Donc continuons comme ça et on devrait atteindre les objectifs 2025 sans révolution de vos habitudes, mais plutôt une fois de plus avec des évolutions, voire pas d'évolution. Vraiment, c'est les prochains mois qui le diront. Donc voilà pour le sujet du carbone, ce que je voulais évoquer avec vous. J'en ai terminé sur sur le sujet du jour. Donc en conclusion de tout ça, bien la vision d'énergie, c'est clairement 2022, ça a été une période qui nous a permis de travailler ensemble sur les optimisations à la fois de BBO et de CEP. 2023 va continuer comme ça, en sachant que vous les avez maintenant les bonnes conceptions, il s'agit de les mettre en place dans la mesure du possible, et que, à contrario, on va commencer à travailler sur la précision des bilans carbone pour justement commencer à échanger avec vous sur comment atteindre cet objectif de 2025 et vous apporter des solutions soit nouvelles, soit évolutives pour vous permettre d'aller dans cette philosophie-là. Et pour ça, donc du coup, Énergie, comme d'habitude, vous accompagne pardon, sur tous ces sujets. Ici, vous retrouvez l'adresse mail webinaire@energis.fr sur laquelle je vous invite à nous envoyer soit vos demandes, soit vos questions complémentaires, et on se fera un plaisir de vous répondre. Et un autre rappel, sachez que le webinaire 11, qui a été réalisé du coup il y a un mois et demi, je pense maintenant, était sur le sujet du carnet d'information du logement. Et donc là aussi, je vous invite à y aller pour ceux qui n'ont pas pu y participer ou à nous demander le replay. Nous vous le ferons parvenir avec plaisir. Pour conclure, la carte de l'ensemble des commerciaux et de vos interlocuteurs en région, que je vous invite à solliciter. Ils seront là aussi ravis de vous répondre à toutes vos interrogations. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.